Que cette musique est belle, les amis, écoutez ça. C'est pas bloquer les Champs-Élysées, balancer son maillot sur la Tour Eiffel, bref, mesdames et messieurs, Julian Alaphilippe est champion du monde à Imola. Oui, Julian Alaphilippe ramène le maillot arc-en-ciel en France. Il a littéralement surclassé tous ses concurrents, il a été le plus fort, le plus intelligent, le plus costaud. Bref, le maillot arc-en-ciel revient en terre française. Bienvenue sur les podcasts Mon Peloton, j'espère que vous avez pris votre pied cet après-midi. Bertrand, est-ce que tu as pris ton pied cet après-midi ? J'imagine que oui. Eh ben écoute, comment le permettre, mais j'ai envie de te répondre, oh putain que oui. Ah, qu'est-ce qu'on aime cette expression, oh putain que oui, on peut se le permettre, un petit peu de vulgarité, mais on peut se le permettre en ce dimanche après-midi du fin de mois de septembre. Julian Alaphilippe remporte son premier maillot arc-en-ciel, maillot de champion du monde à Imola. Quelle course extraordinaire, alors on va débriefer tout cela très rapidement. On va faire un petit débrief avec Bertrand, on va parler évidemment de l'équipe de France qui s'est très bien comportée, la sélection de Thomas Voeckler. On va également parler des équipes bien battues, les nations battues, on pense tout de suite aux Belges, on pense à la nation italienne. Bertrand, comment tu as vu cette course pour débuter ? Comment tu as vu cette course française, l'équipe tricolore qui a mené de bout en bout une stratégie quasiment parfaite ? On a pu les critiquer par le passé, mais là, ça a été un récital. Tout a été parfait, tout a fonctionné et le maillot est à la maison. Alors, écoute, on les a critiqués dans le passé. Bon, parfois, il y a des moments où c'était injuste. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils nous ont un peu surpris par rapport aux déclarations de Thomas Voeckler. Thomas Voeckler nous avait dit il n'y aura pas que Alaphilippe, il y aura éventuellement d'autres coureurs. Et en fait, on s'est rendu compte quand Lance Peters et Quentin Paché ont vissé à 70 km de l'arrivée, qu'en fait, c'était bien pour Alaphilippe que la France roulait. Donc, ils ont mis le premier coup de boost. On l'attendait un peu, on s'ennuyait un petit peu, on va pas se mentir. Et ensuite, ça s'est un peu regroupé. Puis après, ils ont suivi les coups. Et sur le final, ils ont été extrêmement costauds. Quelle course de Martin, quelle course de Rudy Mollard. Même le petit Madouas, là, le jeune Madouas, devrais-je dire plutôt, qui ramène Alaphilippe dans les premiers rangs. Quelle course, mais quelle course! Ouais, effectivement. Est-ce que tu as été surpris de voir l'équipe de France à 70 km de l'arrivée prendre un petit peu les rênes de la course ? Est-ce que tu t'es dit « ça va trop vite, c'est trop tôt » ou alors au contraire tu t'es dit « mais qu'est-ce que c'est que cette manœuvre d'envergure ? J'ai hâte, attendons de voir ». Écoute, c'était surprenant. On va pas se le cacher. C'était surprenant parce que d'une part, moi, c'est vrai que je m'y attendais pas eu égard aux déclarations de Thomas Voeckler. Et de toute façon, on sait que dans un championnat du monde, c'est généralement vers les 50-40 derniers kilomètres que ça se décante. Donc, c'était un peu tôt, je trouvais. Et force est de reconnaître que ça s'est un peu calmé juste après, que tu as eu un moment de calme. Donc, c'est vrai que la tentative était étrange. Peut-être qu'elle a fatigué certains organismes. Donc, en ça, elle a peut-être été efficace. Mais je ne sais pas si ça a été le mouvement le plus judicieux. Ça paraît un peu cruel de dire ça. J'étais émoustillé, on va dire, mais après coup, je me dis à quoi ce moment-là précis a servi dans la course. Alors, je ne sais pas ce que toi tu pensais, Brice. Alors mais ça m'intéresserait de... on va peut-être en revenir dessus quand on va évoquer les différentes nations, notamment la Belgique et l'Italie. Je trouve que le coup entamé à 70 km de l'arrivée sur ces championnats du monde a été parfait parce qu'il a obligé ensuite l'équipe belge puis l'équipe italienne à prendre un petit peu la course à son compte, et comme ça l'équipe de France a tranquillement on s'entend, a pu préparer le dernier tour de la manière la plus correcte possible. Ils ont pu mettre en place leur stratégie, faire le tour un petit peu des forces en présence. Moi c'est comme ça que je vois un petit peu cette manœuvre à 70 km de l'arrivée. C'est vraiment accélérer le tempo, secouer un petit peu le cocotier et ensuite laisser les clés du camion entre guillemets à l'équipe belge et à l'équipe italienne, et au final on se rend compte que c'était sans doute une stratégie gagnante. Tout à fait, non mais là c'est vrai que ce que je dis est un peu injuste, mais d'un autre côté je vais contrebalancer. Un Quentin Paché ou un Hans Peters, leur but c'est pas d'être là dans les 40 derniers kilomètres, ils doivent servir entre guillemets avant. Ils ont fait le job. Après c'est vrai, je ne suis pas persuadé que l'équipe belge ou italienne n'aurait pas pris de toute façon la course en main. C'est un peu ce que faisaient les Belges avant. Donc... Mais bon, quoi qu'il advienne, comme le disait Jackie Durand sur Eurosport, les gagnants ont toujours raison, c'est eux qui ont la meilleure tactique et au final, on ne peut pas dire le contraire.
Oui, et puis effectivement, tu parles de Nance Peters, de Quentin Paché, qui ont fait un travail formidable donc dans ce un petit peu ronde à 70 km de l'arrivée. Également, le travail, et tu l'as mentionné en début de podcast, de Guillaume Martin, Rudy Mollard, Valentin Madouas, il y a eu Kenny Elissonde aussi sur ce dernier tour. Mais ça a été juste, mais parfait. On peut se féliciter. Alors, on va utiliser beaucoup de superlatifs, ça fait peut-être un petit peu trop, mais on s'est souvent mangé des stratégies françaises sur les championnats du monde qui n'ont pas fonctionné, où on se posait des questions sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Mais là, finalement, c'était du papier à musique, c'était parfait. Quand tu vois le travail de chien qu'a fait Guillaume Martin, le terme est absolument pas péjoratif, c'est vraiment l'expression dans sa plus brute définition. C'est un travail colossal que Guillaume Martin a mené sur le dernier tour pour ramener à chaque fois le groupe des favoris et Julien Alaphilippe dans sa roue évidemment sur les échappées ou les coups qui partaient. C'est extraordinaire ce qu'a fait Guillaume Martin, Bertrand. Ah bah, il lui doit beaucoup, hein. Alaphilippe, potentiellement, doit le titre à Guillaume Martin et bien entendu aux autres. On va pas oublier. Rudy Mollard l'a aussi très bien épaulé, donc puis bien entendu tous les autres. Hein. On va pas les oublier, mais Martin a été indispensable sur le final. Un travail, tu l'as dit toi-même. Pour moi, c'est la révélation de ces mondiaux, on va dire côté français, parce qu'Alaphilippe, bien entendu, il gagne, mais c'est pas une révélation. Là, Martin a été époustouflant dans un rôle et une distance qui n'était pas forcément ce qu'il nous avait montré auparavant. On pouvait se poser des questions sur Guillaume Martin. En plus, on savait qu'il sortait d'une 3e semaine un peu fatigante au niveau du tour, mais il a fait un boulot exceptionnel. Un boulot exceptionnel, effectivement. Juste si on revient sur Julien Alaphilippe, sa saison quand même. Il annonce qu'il va attaquer pour aller chercher le maillot jaune. Il remporte la 2e étape du Tour de France. Il porte le maillot jaune. Depuis les jours qui précèdent, on a des déclarations où Julien Alaphilippe met ce maillot arc-en-ciel, ce maillot de champion du monde en tête de gondole dans sa quête, dans sa recherche pour garnir un petit peu son palmarès. Il décoche ce titre de champion du monde. On a affaire à un crack, il faut qu'on en profite, il faut qu'on se félicite d'avoir un Julien Alaphilippe qui, quand il dit les choses, il le tente et généralement ça fonctionne. C'est superbe quand même, Bertrand. C'est formidable, formidable. Ce qui est intéressant avec Alaphilippe, c'est que quelque part, et on voulait pas le croire, enfin moi je ne voulais pas totalement le croire et au final j'aurais dû, quand il nous a dit je ne vise pas le général du Tour de France, à aucun moment il faut y penser. Moi j'ai gardé un petit espoir et en fait au final non, et au final il préparait initialement les JO, puis ensuite après il s'est rabattu sur les championnats du monde et encore plus quand il a vu, j'imagine, le parcours. Et il a préparé dans ce Tour de France en attaquant de temps en temps, se reposant de temps en temps. Il y a des étapes qu'il a passées dans le groupe Eto, alors que c'était plus sa place. Il est resté bien au chaud, alors que d'autres coureurs sont au four et au moulin depuis des mois. Lui, justement, a su s'économiser à des moments, et c'est sans doute ça qui lui fait glaner les quelques secondes d'avance qu'il a sur, par exemple, un Wout van Aert qui n'arrête pas. Et on va voir Julien Alaphilippe avec son beau maillot dès la semaine prochaine. Et ça, eh bien, on va se délecter, on va pouvoir en profiter un maximum. Alors, on a parlé de l'équipe de France. Évidemment, on pourrait en faire des heures. Mais on va essayer pendant ce podcast de passer en revue un petit peu toutes les sélections qui ont été à l'avant de la course. Bertrand, je sais que tu voulais revenir sur les sélections belges et italiennes. À toi de choisir par laquelle tu souhaites débuter. Mais en tous les cas, 2 nations qui ont perdu face à la stratégie française. Bah, on va déjà parler de la Belgique. Je pense que la Belgique, c'était assez curieusement quand même, parce qu'au final, c'est un peu incroyable ce qui se passe d'avoir un Wout van Aert qui est aérien sur du 10%. J'ai toujours un peu du mal à m'en remettre. Mais donc, c'était la grosse équipe avec l'un des gros favoris de ces championnats du monde. Et quelque part, à raison, vu le résultat final. Ils ont extrêmement bien couru. Greg Van Avermaet a été le dernier lieutenant et a très bien protégé Wout van Aert. J'ai pas grand chose de dire si c'est je n'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est que c'était un coup parfait au niveau de la Belgique. Il leur a manqué un petit peu les 24 secondes restantes, mais j'ai envie de te dire que est-ce qu'on aurait dit Wout van Aert va faire un podium des championnats du monde en janvier, est-ce qu'on aurait cru? Je ne suis pas intimement persuadé, donc c'est un excellent résultat pour la sélection belge. Et je pense qu'ils pouvaient difficilement espérer mieux. Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé, mais... Moi, j'allais rebondir sur tes propos. Est-ce que pour toi, l'équipe belge avait
dès le départ de cette épreuve, dès le départ de ces championnats du monde, misaient l'intégralité de leurs chances sur Wout van Aert et non pas sur d'autres coureurs. On a cité Greg Van Avermaet notamment. Et est-ce que dans l'échappée, ou en tous les cas dans le coup des favoris derrière Julien Alaphilippe qui tentait de revenir sur le français, est-ce que Wout van Aert a semé un petit peu la pagaille dans ce groupe, sachant que à un moment donné la collaboration ne se faisait plus, l'entente n'était plus cordiale parce que Wout van Aert faisait partie de cette échappée? Est-ce que c'est lui, entre guillemets, qui a joué un rôle prépondérant dans la victoire de Julien Alaphilippe quand il est parti seul en avant? Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Sans Wout van Aert, il est assez probable que le groupe se soit mieux entendu. Quoique, il y avait quand même Primož Roglič et on connaît la pointe de vitesse de Primož Roglič. Donc peut-être que ça aurait pu un petit peu... Et puis Marc Hirschi aussi. Pareil. Et Marc Hirschi aussi. Mais Marc Hirschi, c'est plus récent, on va dire. On a moins ce côté épouvantail. Tandis que Wout van Aert ou Roglič, tu sais qu'au sprint, ils t'alignent pratiquement les meilleurs. Marc Hirschi, c'est pas encore forcément le cas. Ça le deviendra peut-être, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc, Wout van Aert, oui, très clairement, il fait gagner Alaphilippe aussi, paradoxalement, parce que derrière, ils sont désunis et lui-même n'a pas voulu assumer le poids de la course alors qu'il a aligné ses collègues au sprint. Donc, peut-être qu'il a fait un mauvais choix. Autre prétendant au titre, c'était évidemment la nation italienne. Il y a un groupe qui est parti, notamment avec Vincenzo Nibali. Guillaume Martin a ramené tout le monde à la raison. La stratégie italienne, pour toi, c'est un naufrage, c'est une déception. Comment tu vois un petit peu la course de cette équipe italienne? Ah bah c'est très mauvais. C'est très mauvais. Avec un championnat à domicile, le meilleur, il est 10e, c'est Damiano Caruso. Tout le monde attendait Vincenzo Nibali, on va pas se le cacher. Hein. Et Vincenzo Nibali, écoute, c'est l'homme de certains objectifs. Quand il se fixe un objectif, il est généralement bon. Je n'avais pas entendu dire que les championnats du monde étaient un objectif. Peut-être que je suis passé à côté, mais en tout cas, il est passé à côté, ça, manifestement. Question, Brice, est-ce que toi, il y a une équipe qui t'a marqué? Ça va être très chauvin ce que je vais dire, c'est l'équipe de France. C'est l'équipe de France qui m'a marqué parce que depuis à 70 km de l'arrivée, quand on les voit prendre un petit peu les rênes, prendre la course en main devant cette fameuse équipe belge qui fait vraiment office d'épouvantail dans cette épreuve, c'est vraiment la stratégie française qui, moi, m'a marqué. Alors, évidemment, peut-être que l'équipe belge, en mettant tous ses œufs dans le même panier, c'est peut-être tirer une balle dans le pied, mais collectivement, la France a peut-être surpris tout le monde, on a surclassé tout le monde, mais en tous les cas, personne ne pouvait rien face à la giclette de Julien Alaphilippe. Et ce qui était costaud ensuite, ce qui était très costaud, c'était de pouvoir maintenir ces 10-15 secondes durant les 20-25 dernières minutes de course. Et là, on était dans une sorte d'euphorie, nous en France. Bertrand, toi, tu suis le vélo certainement depuis plus longtemps que moi. C'est des émotions, c'est un ressenti qu'on n'a pas chaque année, et là ça fait des années qu'on n'a pas vibré comme ça. En tous les cas, on a senti une émotion chez tous les suiveurs, que ce soit à la télévision, que ce soit sur les réseaux sociaux, une émotion qui fait plaisir à voir, et il faut les savourer parce qu'elles ne sont pas souvent présentes. Comme tu dis, Laurent Brochard, on l'attendait depuis Laurent Brochard. J'étais assez jeune à l'époque, mais suffisamment âgé pour bien m'en rappeler, et c'est vrai que à l'époque tu m'aurais dit que j'aurais attendu autant de temps pour revoir un Français en arc-en-ciel. Et écoute, comme tu dis, profitons. On n'a pas eu de monument pendant des années, ça y est, on en regagne. On a gagné les championnats du monde. Maintenant, j'attends les Français sur des courses d'une semaine et de 3 semaines. Et là, on pourra vraiment dire qu'on est revenu sur le devant de la scène, mais on y est presque. Bertrand, avant de clôturer ce podcast, j'ai 2 questions, on essaye de faire très court. La première, est-ce que le Tour de France, qui s'est terminé, on le sait tous, la semaine dernière, est-ce que le Tour de France a été le meilleur échauffement, le meilleur entraînement pour l'équipe de France, en termes évidemment de forme physique, mais également de cohésion d'équipe, pour pouvoir aller décrocher ce maillot arc-en-ciel aujourd'hui? Alors, c'est compliqué de te répondre, si ce n'est que la plupart des membres du top 10, si je ne dis pas de bêtises, sont issus du Tour de France. Donc, quelque part, j'ai envie de te répondre oui. Julien Alaphilippe, Wout van Aert et Marc Hirschi, ce sont 3 coureurs qui se sont illustrés sur le Tour de France. Donc, il n'y a que Fuglsang, finalement, qui parmi les meilleurs, n'y était pas. Donc, oui, je pense que le Tour de France était un passage
quasi indispensable. Est-ce que ça a aidé l'équipe de France, si on prête attention à l'équipe de France, à se souder ensemble, c'est-à-dire sortir d'une épreuve comme le Tour de France, quasiment avec... ils ont vécu un petit peu les mêmes choses, ils ont vécu les mêmes étapes, ils ont suivi le même programme. Hop, ils partent tout de suite ensemble en Italie. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu aider dans le fait d'assurer une cohésion d'équipe, d'assurer le maintien de ce groupe vers un objectif unique ? Bon, je sais pas, je pense pas. Je pense que surtout ce qui aide le groupe à se souder, c'est deux choses. La première, c'est que on a un leader qui se dégage de façon naturelle et qui est indiscutable, c'est Alaphilippe. C'était moins le cas, par exemple, à Innsbruck, où tu pouvais avoir la carte Pinot, voire Bardet. Ouais. Donc, c'était plus compliqué à gérer en termes d'individualité, même si Pinot c'est vraiment dévoué corps et âme pour Alaphilippe. Là, tu avais moins de guerre interne. Puis en plus, il faut voir une chose, c'est qu'Alaphilippe est quelqu'un qui fédère. Il fédère, c'est pas quelqu'un d'autant, c'est quelqu'un qui est extrêmement simple et très agréable à vivre. Donc, naturellement, ça fédère un groupe autour de soi et derrière, t'as pas d'autres individualités qui pouvaient véritablement espérer l'emporter. Donc, quelque part, je suis pas sûr pour moi que le Tour de France ait joué quoi que ce soit dans ce succès à ce niveau-là. Dernière question, Bertrand, un tout petit peu plus taquin, effectivement. Est-ce que la victoire de Julien Alaphilippe aujourd'hui et ce maillot de champion du monde pour l'année qui arrive, est-ce que c'est un joli pied de nez pour tous ceux qui, alors depuis des années, remettent en cause le cyclisme français, le critiquent, et dernièrement, à l'issue de ce Tour de France 2020, certains en ont rajouté une couche. Est-ce que c'est pas la meilleure réponse finalement? Alors effectivement, on peut peut-être pas gagner encore le Tour de France avec des coureurs de 20 piges, mais le cyclisme français, tu l'as dit, on remporte des monuments, on fait des bonnes performances sur les grands tours, on gagne un championnat du monde, il n'y a pas tout à jeter. Oh, je te trouve un petit peu, alors violent n'est pas le terme, mais excessif peut-être, parce que ces remarques-là sur les Français qui gagnent plus, honnêtement, moi je les entendais il y a 10-15 ans, mais maintenant on les entend plus trop, et si on les entend, c'est de personnes qui ne suivent manifestement pas le vélo en dehors du Tour de France, donc c'est-à-dire que c'est des critiques qui n'ont pas grand fondement ni grand intérêt. Moi je trouve que tout va mieux et que l'image du cyclisme français est quand même meilleure. Après, tu auras toujours des blagues, entre guillemets, ou des débats sur, par exemple, Thibaut Pinot, son mental, ou ce genre de choses. Des débats, à mon sens, un peu vains. Mais pour moi, le cyclisme français a une très belle forme. Et je pense que la plupart des suiveurs du cyclisme nous envient plutôt nos coureurs que l'inverse. Et en tous les cas, nous, on va tâcher de profiter de ce beau maillot de Julien Alaphilippe, champion du monde. On a hâte de découvrir sa tenue. Ça devrait arriver très vite, dès la semaine prochaine, avec les classiques ardennaises qui se déroulent, si je ne me trompe pas dans le calendrier. Bertrand, merci beaucoup pour ta présence sur ce podcast. On a savouré ensemble et j'espère que tous les auditeurs de Mon Peloton ont savouré avec nous cette belle victoire de Julien Alaphilippe. Profitons-en, on a eu une belle Marseillaise, on a eu des larmes, on a eu beaucoup d'émotions. C'est ça le sport, c'est ça le vélo et je pense qu'on est tous contents. Bertrand, tu auras le mot de la fin. On est tous contents de vivre des émotions pareilles avec cette belle équipe de France. Ah il n'aurait pas plu, il n'y aurait pas eu le Covid, on serait tous sur les Champs-Élysées, je pense. Exactement. En tous les cas, bravo Julien Alaphilippe, merci pour ces émotions. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur le site monpeloton.fr et sur notre page Twitter également Mon Peloton. Beaucoup d'articles, le podcast plus des articles dédiés à cette victoire de Julien Alaphilippe. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine très rapidement pour ces classiques qui arrivent. Le vélo ne s'arrête pas et on aura un Julien en arc-en-ciel. À très vite. Ciao ciao.